Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui gagne les All Blacks. Alors pour cet épisode assez sympathique à tourner puisque nous avons gagné contre la Nouvelle-Zélande dernièrement, j'accueille le plus catalan de cette émission, troisième cap pour lui, j'accueille Pierre. Salut Pierre. Bonjour à tous, quel plaisir de se retrouver après ce week-end de rugby où Ah, c'était on a fantastique. enfin vaincu les All Blacks sur le territoire national après des années d'attente. Ben, ça faisait 20 ans, je crois, si je me trompe pas, Pierre, qu'on n'avait pas gagné à la Nouvelle-Zélande, et ça faisait encore plus longtemps qu'on n'avait pas gagné à Paris. Ah oui, la plupart de l'équipe aujourd'hui qui a joué contre les All Blacks ce week-end était très petit, voire même pas né à l'époque où on avait gagné la dernière fois en France. Ouais. Bah, disons que pour notre génération, on a probablement vu une éclipse il y a moins longtemps qu'une victoire de la France contre la Nouvelle-Zélande en France. C'est dire l'exploit. Ouais. Bon, alors du coup, pour ce programme d'émission, on va donner un petit peu notre appréciation générale de la tournée, et puis on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en concernant la France. Et on se posera une question en fin d'émission, l'équipe de France est-elle favorite pour la coupe du monde 2023 suite à ces 2 victoires? Mais avant de rentrer dans ce débat, Pierre, j'aimerais avoir voilà, ton petit débrief, tel un professeur, lors du conseil de classe, ta petite ligne, concernant, la performance durant la tournée. Bah alors dans ce cas-là, on va apprendre ça comme si c'était 3 trimestres dans ce cas-là, puisque t'as évoqué le conseil de classe. Aujourd'hui, bah, c'est les félicitations évidemment à la fin de l'année pour l'entièreté de la classe française. On se souviendra surtout du match contre les All Blacks, puisque bon, c'est la plus grosse affiche et c'est le match le plus abouti qu'on a fait de cette tournée d'automne. On n'oubliera pas non plus le match contre l'Argentine, si même dans le contenu il a été un peu moins abouti et un peu plus brouillon, où on a su répondre face à la brutalité et au physique des joueurs argentins qui nous ont imposé un combat rude, notamment en première mi-temps, avant de céder plus en deuxième. On pense aussi au match un peu moins abouti et plus brouillon contre la Géorgie, où on a fait beaucoup de fautes de main, où j'ai trouvé qu'on avait été beaucoup moins propre dans nos lancements de jeu et où on a aussi eu certains joueurs qui sont un peu passés à travers, notamment on a les erreurs multipliées de Sekou Makalou, malheureusement, qui est un joueur que j'apprécie personnellement beaucoup parce que je l'ai vu jouer, ça fait quelque temps que je le suis et je me souviendrai toujours de la misère qu'il nous avait fait lors du premier match du retour de l'USAP en top 14 en 2017. Mais c'est vrai que ce qu'on retiendra surtout, c'est cette performance quasi parfaite contre les All Blacks. Je dis quasi parfaite parce que je suis plus exigeant et que je trouve qu'on est un peu passé au travers sur la première partie de la deuxième mi-temps. Mais quel match et il fallait le faire après nous avoir un peu inquiété contre la Géorgie. Ils ont su mettre toutes les critiques, faire taire toutes les critiques. Bah, c'est vrai que le fonctionnement de trimestre marche assez bien parce qu'on a l'impression, si tu me dis si je me trompe, on a l'impression d'avoir un élève avec beaucoup de capacités, mais qui, pour le premier et le deuxième trimestre ne se donne pas à fond, et à force, d'avoir eu la pression, on va dire, de ses professeurs et de ses parents, finit, de manière grandiose et utilise tout son potentiel, pour finir avec une victoire, bah, de renom. C'est vrai que jusqu'à samedi soir, heu, dans l'éventualité où on perd contre la Nouvelle-Zélande, la tournée peut être inquiétante. Mais au final, c'est parfait. Galtier a réussi à faire, on va dire, des test matchs. Il a testé, il a utilisé le terme, dans son sens premier, et on repart avec beaucoup plus de certitude que l'on en avait. On en parlera un peu plus en détail, mais il y a des joueurs, comme tu l'as dit, comme Makalou, qui malheureusement, j'ai l'impression, alors c'est pas forcément le talent, mais c'est au niveau peut-être mental, au niveau, régularité qui ont perdu beaucoup de points, et on a eu des bonnes surprises, hein, j'ai envie de dire. Bah, Jonathan Danty, il a vraiment été excellent. On a retrouvé, un pack, à l'avant, qui a été capable de faire un super match dans tous ses compartiments. Et on a peut-être enfin entériné, le débat qui était certes passionnant, mais qui,
s'il avait traîné, aurait été compliqué, c'est celui de la charnière. Romain Tamac, je pense, a saisi l'occasion, qui lui avait été donnée et il sera compliqué de lui enlever, en tout cas pour le 6 nations qui arrive, le numéro 10 dans le dos. Quelque chose à ajouter, Pierre? Oui, comme tu le dis, c'est sûr qu'on a utilisé ces matchs-là pour faire des tests, mais nous c'est quand même intéressant de voir que, à l'issue des 3 matchs, il y a un groupe, qui se dégage. Pas forcément un 15 de départ complètement, mais plus un effectif à 23 puisque bon, aujourd'hui, on sait, l'importance évidente du banc, notamment dans les fins de match. C'est la construction de ce groupe qui est intéressant à voir puisqu'on avait pu, remarquer l'arrivée de nouveaux joueurs dans la précédente tournée en Australie et c'est des joueurs qui ont réussi à s'imposer malgré le retour des titulaires indiscutables, au sein de l'équipe. On pense à, Melvin Jaminet évidemment ou par exemple à Peato Movaka qui avait fait une bonne, tournée en Australie aussi et qui a eu la chance, de pouvoir jouer grâce malheureusement à la blessure de son collègue, Julien Marchand et du coup, c'est intéressant d'avoir vu l'éclosion de ce groupe qu'on voit se développer et qui pour la première fois semble être en phase avec le calendrier international puisque, on a suivi leur éclosion après la coupe du monde pour certains, qui étaient arrivés, les plus anciens qui sont arrivés un peu avant, mais c'est un groupe qui est très jeune, qui va avoir tout le temps de se développer pendant les 2 dernières années qui nous séparent, de l'échéance la plus importante. Puisque bon, certes, il faut noter l'importance, de gagner un tournoi à destination ou au moins de faire un bon résultat, mais, le but dans la finalité, c'est de gagner la coupe du monde de chez nous, quoi. Bah, c'est de la gagner et c'est aussi, je pense dans un plus court terme, d'éventuellement aller gratter la première place à l'IRB, enfin World Rugby puisque l'IRB a changé de Mmh. nom il y a quelques années. Donc il y a aussi ce passage-là qui est intéressant. Mais effectivement, comme tu dis, on a une profondeur de banc qui est géniale parce que je pense avec les performances que l'on a aujourd'hui, le groupe de 42, il est quasiment formé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les performances en club, évidemment, il faudra toujours les suivre parce que si un joueur s'écroule complètement, on peut pas le sélectionner. Mais on va dire que l'alchimie et les performances de sélection vont désormais primer sur, à mon avis, le choix du sélectionneur plus que sur, les résultats en top 14 parce que c'est un autre niveau, parce que Galtier, c'est ce qu'il attend. Hem et voilà, c'est un pas en avant énorme, mais est-ce que c'est suffisant? Je suis pas forcément sûr non plus. C'est pour ça que j'ai hâte d'être cet hiver. Écoute, je te propose de passer, directement donc, dans la vraie évaluation, Pierre. On va parler des aspects, positifs mais aussi négatifs parce que comme on l'a dit, le troisième match, ça a été l'apothéose, mais on a eu 2 brouillons, juste avant. J'aimerais quand même commencer par le positif parce qu'on vient de gagner la Nouvelle-Zélande, on va pas non plus être trop rabat-joie. Pierre, selon toi, quels sont les points positifs les plus importants, ceux qui en tout cas, t'ont fait le plus plaisir? Le positif pour moi, c'est de voir, l'impact physique qu'on arrive à mettre dans les matchs, ce qui peut parfois faire défaut. Bon, sans rentrer là-dedans, on a joué des équipes, les 3 équipes qu'on a jouées, ce sont des équipes qui sont réputées pour, avoir un jeu qui est dur. Même si l'Argentine a une belle tradition de jeu à la main et de jeu d'arrière, c'est aussi une équipe qui aujourd'hui a su s'étoffer devant avec des mecs qui sont énormes. Je pense à Matera, des types qui ont un impact physique sur le match qui est indéniable. On a la Géorgie qui bon, est probablement ce qu'on pourrait être considéré comme étant l'antipode des Fidji, avec, une équipe qui est principalement connue pour ses avants, beaucoup moins pour ses arrières, et puis les All Blacks qui sont, presque considérés comme des extraterrestres dans le monde du rugby, tant ils sont impressionnants physiquement et sans rentrer dans le côté technique et QI du rugby. C'est une opposition, qu'on s'est trouvé qui est très physique et on a réussi à répondre présent grâce à des joueurs, comme notre première ligne avec Cyril Baille, hein, qui est excellent comme d'habitude, hein. Movaka qui profite, de l'absence de Julien Marchand qui lui aussi avait été très, très fort et puis Winnie Atonio qui fait un retour en grâce après avoir passé quelques mois à performer un peu moins bien et qui revient,
d'une bien belle manière, même si je trouve qu'il a pas très bien réussi son match contre la Géorgie. Il a fait un super match contre les All Blacks et Mmh. il faut le noter, c'est pas facile, non plus de revenir dans ces conditions-là. On a aussi la confirmation de la troisième ligne, avec un retour de, Grégory Aldrit qui a été très, très bon dans les matchs qu'il a joués, et la confirmation du fait qu'on allait jouer avec, François Cros, Aldrit et Jelon, qui pour moi doit être la troisième ligne qui doit pas forcément bouger. C'est un ensemble de 3 matchs qui nous a permis de répondre à beaucoup de questions, selon moi. Notamment, on pense directement au choix de la charnière qui pour moi pour moi, se posait pas vraiment puisque quand on a la chance d'avoir 2 joueurs qui évoluent ensemble en équipe, en club et qui peuvent, ensuite évoluer ensemble en équipe nationale, pour moi, c'est ça qui doit primer et c'est le fait d'avoir des habitudes et des automatismes qui sont impossibles à retrouver dans une nouvelle charnière. On notera aussi, le fait que, Gabin Villière s'est imposé, à l'issue de ces 3 matchs avec, 2 très belles performances contre l'Argentine et les All Blacks. Il nous a montré, qu'il savait courir, mais pas que. Et c'est là que, j'aimerais mettre, que j'aimerais me concentrer surtout, c'est, sa vaillance. Je pense à sa prise de balle, dans les 22 contre les All Blacks où il n'hésite pas à foncer dedans comme si c'était un second de ligne ou, le fait que souvent il aille se donner, au soutien dans les rucks et c'est remarquable pour un joueur, déjà un joueur, de son poste, hein, un ailier et en plus, un joueur de son gabarit, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on a l'impression que ces mecs sont morts de faim, quoi. C'est ça qui est le principal point positif pour moi, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont pas été nourris pendant 3 semaines, quoi. Alors tu vois, Gabin Villière, j'ai pas forcément eu le même ressenti, en tout cas contre la Nouvelle-Zélande, parce que les 2 premiers matchs, oui, enfin je crois qu'il en joue d'ailleurs, il en joue qu'un des 2. Je crois, il joue pas la Géorgie, en tout Non, il cas joue pas c'est contre la Mathys Géorgie, ouais. Lebel. C'est Lebel. C'est Mathys Lebel, ouais. J'ai eu un peu de mal, au niveau défensif. C'est-à-dire que, il dézone, il apporte plus qu'un ailier doit normalement le faire. En tout cas, il fait pas son minimum syndical, il fait plus. Heu, En revanche, Gabin Villière, il a pas forcément marqué contre la Nouvelle-Zélande, il a quasiment pas eu d'occasion d'essai, et surtout il a montré, qu'il pouvait être friable en défense. J'ai un souvenir c'est lui qui se fait avoir sur, l'essai néo-zélandais et qui crée le trou et on sait que c'est super important d'avoir des ailiers, fiables défensivement parlant dans la défense inversée comme, je crois qu'on peut l'appeler parfois, de Galtier parce que, justement ces ailiers sont, parfois surexposés, à un 2 contre 1 ou doivent pallier, un décalage. Mais effectivement, il a un dépassement de fonction intéressant pour le reste. Tu en as pas parlé Pierre, moi celui qui m'a fait énormément plaisir, c'est l'autre ailier, c'est Damien Penaud, qui est opportuniste, qui joue, un peu plus juste. Il y a peut-être les coups de pied qu'il faudrait, recadrer un petit peu. C'est trop hasardeux, de temps en temps. Mais puis il score quoi, il fait ce qu'on lui demande, il score, il lui aussi va au combat, un peu comme Villiers, même si c'est un peu moins important. Lui m'a beaucoup plu, qu'est-ce que tu en penses? Bah, Damien Penaud, il s'inscrit dans la plus grande, lignée des ailiers français, on dirait quand tu le regardes jouer, tu as l'impression que, qu'il est là depuis des siècles, tellement il est à l'aise et offensivement, il fait le travail, tu as l'impression de voir un Vincent Clerc ou, Un enfin Cédric voilà, c'est Emmens, c'est déjà un cadre de l'équipe alors qu'il est toujours, il est très jeune encore. Et il fait extrêmement du bien parce que, bah, on le voit notamment, sur son essai face aux All Blacks. C'est lui qui marque, l'essai qui nous permet de reprendre, une bouffée d'air au moment le plus compliqué, avec son interception. oui, c'est vrai. C'est, Damien Penaud, c'est un cadre déjà de l'équipe et offensivement, il nous fait extrêmement du bien, quoi. C'est pour ça qu'il a joué tous les matchs d'ailleurs, je pense, hein. C'est parce qu'il y a pas vraiment de débat. Il y en avait un, je trouve qu'il y avait un peu débat, jusqu'à pas longtemps, on a longtemps cru en Teddy Thomas, mais qui nous a montré que défensivement et même, au niveau physique, il est trop souvent blessé pour être un cadre. Là, on part quand même avec plus de certitude et c'est un peu le sentiment général d'ailleurs que j'ai sur cette tournée. Tu l'as dit, il y a peut-être pas 15 titulaires, indiscutables aujourd'hui, mais il y en a bien une dizaine, à peu près.
selon moi et effectivement, enfin, on va arriver sur des préparations maintenant beaucoup plus serein, et on se doit maintenant d'enchaîner les bonnes performances, heu, avec un 15 quasiment, identique à chaque semaine. Je voulais revenir aussi sur les avants, tu en as parlé. C'est vrai que, notamment contre l'Argentine et la Géorgie et c'est vrai que les adversaires se prêtaient bien à ça pour les avants, c'est-à-dire se tester, aller au combat physique. On a retrouvé une vraie première ligne, c'est-à-dire que et tu l'as dit, Marchand qui est monstrueux défensivement, il a un remplaçant, qui est monstrueux offensivement puisque, mon père n'a par exemple pas arrêté de l'appeler Trezeguet, vu qu'il a fait que marquer. Et tu as Bamba qui a pas été titularisé une seule fois et qui a été monstrueux à chaque fois qu'il est rentré. Antonio, il s'est planté complètement contre la Géorgie et après, contre, contre ses compatriotes néo-zélandais puisqu'il est d'origine néo-zélandaise, il a été, un précieux remplaçant de Mohamed Aouas et puis Cyril Baille, Cyril Baille, j'ai plus assez de mots pour Cyril Baille. Il était déjà monstrueux l'année dernière avec Toulouse et en équipe de France. C'est à se demander pourquoi il a pas été dans le débat limite, du capitanat tellement il est consistant, tellement il est fort, tellement il apporte, que ce soit dans les missions un peu plus de l'ombre que, sur, l'exposition offensive aussi, dans les mêlées. D'ailleurs, Pierre, je voulais avoir ton avis sur les mêlées. On a retrouvé une mêlée française d'antan qui est capable d'avancer, qui est capable d'écraser l'adversaire dans le moment juste. Et pourtant on a allégé un peu le pack puisque Cameron Wauquiez en deuxième ligne, a remplacé, après les premiers matchs Thibaut Flamand, mais aussi on aurait pu penser à Bernard Leroux qui lui aussi était à la base un troisième ligne, mais un peu plus costaud. Malgré ce petit changement, qui visait à sécuriser la touche qui elle aussi a été bonne, on a retrouvé la mêlée française qui a fait la réputation de cette sélection pendant des années. Ah ben ça c'est clair que ça fait plaisir à voir. Après c'est vrai qu'on a eu, quelques mêlées où ça a pas fonctionné et où il y a eu pas mal de déchets aussi je trouve sur les matchs. On n'a pas eu, non plus, des matchs sans mêlée à refaire ou, sans mêlée qui se soldent par un coup franc ou par une pénalité. Mais c'est vrai qu'on a répondu présent et je pense que c'est aussi un des atouts principaux de Winnie Antonio à mon sens. C'est-à-dire qu'après on peut lui reprocher de pas trop courir et de souvent marcher, pour se déplacer sur le terrain, mais en mêlée avoir un mec comme lui c'est un avantage indéniable, quoi. C'est un pilier, quoi. Un pilier au sens, figuré, au sens rugby du terme, mais aussi au sens réel du terme, c'est-à-dire que tu le bouges pas, Bah, quoi. c'est un vrai gros, comme on dit. C'est ça. Dans une époque où on a tendance à avoir des piliers qui s'affinent, des talonneurs qui s'affinent, parfois on oublie le bien que ça peut faire, je pense, pas forcément un Français, mais il y a un joueur qui est un peu comme ça à l'USAP, qui s'appelle, Alanou Konuka, qui physiquement est large, assez gros, assez costaud mais qui fait ses matchs en tant que pilier. Donc oui, c'est sûr que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir des piliers qui sont capables de courir, de franchir les lignes, d'attaquer avec le ballon en main, mais le rôle principal d'un pilier dans un match, normalement, ça peut être souvent, de tenir la baraque dans les rucks, dans les molles et dans les mêlées et au final, on se rend compte que c'est ces mecs-là qui souvent, sont les plus importants, les Et on gros. l'a, d'autant plus vu que la Nouvelle-Zélande nous a mis beaucoup la pression sur le match samedi. On a parfois même été gênés, ce qui est normal. On n'allait pas faire un match 100 parfait et les Néo-Zélandais n'allaient pas passer à travers dans tous les compartiments du jeu. On a été ralentis, on a failli avoir beaucoup plus de turnover que l'on en a eu. Les soutiens étaient parfois un petit peu en retard, notamment, sur la période, où on a été un petit peu plus faible. Dans l'entame de jeu aussi contre la Géorgie, j'ai le souvenir que les soutiens, avaient plus de mal. Néanmoins, on a démontré qu'on avait besoin de consommer moins d'hommes aujourd'hui pour protéger le ballon et c'est quand même super important dans le rugby moderne de garder, certains atouts, en dehors du ruck et de pouvoir aligner, par exemple, un Cameron Wauquiez, un Anthony Gelon, un Grégory Aldrit dans l'alignement offensif, de créer le surnombre ou justement d'apporter cette puissance, en attaquant la ligne. Ça aussi, c'est vrai que ça m'a beaucoup plu, et c'était important de le souligner parce qu'on n'a pas toujours eu, ça en équipe de France par le passé.
même dans les périodes les plus glorieuses et ça peut faire la différence, dans les échéances à venir. Là-dessus, je trouve qu'on est assez d'accord. Tu as parlé aussi, à un moment de la charnière. Effectivement, je suis d'accord avec toi. La charnière, Dupont, Ntamak, elle semble maintenant figée, elle a apporté pleinement satisfaction. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir un Jalibert, qui en sortie de banc avec son profil très offensif, qui attaque beaucoup beaucoup la ligne également. Hem, Là-dessus aussi stratégiquement dans le match, on a peut-être trouvé une certitude, c'est-à-dire d'avoir un vrai gestionnaire, un peu défenseur dans le profil et un mec avec ses cannes tout feu tout flamme, et qui peut aussi en plus apporter son jeu au pied, en sortie de banc. Est-ce que tu penses que justement, on a essayé de les associer, mais justement d'avoir finalement un titulaire, un remplaçant, est-ce que c'est pas la façon la plus adaptée, pour cette équipe de France? Est-ce que c'est pas comme ça qu'on va être encore plus dangereux? Bah, pour moi, c'est jamais un problème d'avoir, 2 joueurs ou une doublure ou 2 joueurs que tu puisses aligner, bah, déjà, on voit que même si, ça a pas fonctionné du feu de Dieu, Jalibert et Ntamak dans la même équipe, ça peut se faire au besoin. C'est-à-dire que je pense que ça peut être intéressant si, bah, dans le cadre d'un tournoi, à la coupe du monde ou au tournoi destination, si jamais, on venait à avoir une blessure, au poste de chez les centres, par exemple, ça peut toujours être pratique d'avoir un mec qui puisse se dépanner et d'avoir cette solution-là. Surtout, si jamais on va à la coupe du monde avec, la charnière, titulaire du Dupont-Tamac et qu'on a Jalibert qui est disponible et qui peut venir dépanner à cet endroit-là. C'est clair que pour moi, c'est une chance plus qu'un malheur. Aussi, le plus intéressant que je voudrais noter, c'est que bon, même il a été repositionné Jalibert, notamment pendant le match contre la Géorgie parce que, ils ont fait sortir Melvin Jaminet vers l'heure de jeu. Donc on a réorganisé, je crois qu'on fait rentrer, il me semble qu'on fait rentrer Julien Danty Oui. à la place de Jaminet et ensuite on réorganise, on passe Danty en centre et Ntamak en 10 et Jalibert à l'arrière. Bon, ça s'est pas super bien passé sur les 20 dernières minutes, clairement, il y a eu quelques erreurs. Il y a un ballon où Jalibert va pas sous la chandelle et puis il rate, sa dernière tentative au pied. Bon, ça a pas d'incidence sur le match, c'est juste pas rassurant, mais bon, c'est des situations exceptionnelles et je suis persuadé qu'en fin de match, un mec comme Jalibert puisse dépanner, au poste de 15 ou ailleurs. C'est-à-dire que, le plus compliqué aujourd'hui, quand on regarde l'organisation d'une équipe en vue d'un match de rugby, c'est que généralement, on doit faire le choix du nombre d'arrières qu'on va mettre sur la feuille de match sur le banc. Parce qu'évidemment, on sait qu'il y a toujours une plus grande consommation d'avant, du fait de la charge physique. Donc, on sait très bien qu'un pilier, par exemple, va pas finir le match, va pas faire ses 80 minutes. Et donc, c'est la complexité de construire une feuille de match. C'est de choisir, par exemple, si on met 5 avant, eh ben, on va pouvoir mettre que 3 arrière. Dans ce cas-là, il va falloir des profils des profils très polyvalents pour pouvoir dépanner. Et je pense que malgré tout, si on le forme pour pouvoir faire ça, je pense que Jalibert a ce qu'il faut, même si je l'apprécie pas spécialement. Je pense qu'il peut avoir ce qu'il faut pour pouvoir être justement ce remplaçant qui vient faire du bien dans une fin de match. On est d'accord. Après, je pense qu'on a quand même les armes aussi pour éviter à Jalibert d'avoir cette nécessité d'aller jouer derrière. Mais c'est toujours bien d'avoir cette solution-là. Pierre, je t'invite à passer au côté plus négatif parce que c'est vrai qu'on pourrait dresser tellement de compliments, notamment sur Cameron Wauquiez qui permet à Galtier d'avoir trois troisième lignes qui n'ont pas un profil de touche et pourtant avoir un joueur qui saute et ne pas aligner Leroux et Willem C devant. Néanmoins, il y a quand même pas mal de points négatifs, c'est-à-dire que c'est super d'avoir battu la Nouvelle-Zélande, on va pas cracher dessus, mais on a quand même encore des petits problèmes. J'avais envie d'en souligner un très très vite. C'est que pendant tout le long de la préparation de la tournée, on nous a bassinés avec les entraînements spécifiques, en situation réelle, sous pression, on fait jouer la 78e minute avec un score serré.
pour au final, beh, enfin c'est mon opinion, heu, rien. C'est-à-dire qu'on a encore eu en deuxième période, peut-être pas en fin de match, mais on a toujours eu ce moment de flottement. Ouais, bah, s'il y a pas le French Flair de Ntamak, peut-être que le match est différent contre la Nouvelle-Zélande. L'Argentine, c'est la seule équipe qui est revenue, au score et qui nous a dépassés. Alors que clairement, les Argentins sont vraiment c'est vraiment compliqué pour eux en ce moment. L'équipe est clairement en régression et la Géorgie, elle a quand même en 2 mi-temps, elle nous a planté des essais. Heu Ça me pose question, comment ça se fait? Bon, on gagne maintenant les matchs, donc j'ai envie de dire que c'est un peu moins grave. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à être bon pendant 80 minutes? Est-ce que pour toi c'est normal? Ou est-ce que ça va être la prochaine mission, à perpétuer? Parce qu'apparemment c'est déjà travaillé. Comment tu vois ça? Bah, c'est vrai que pour moi, clairement, c'est impossible d'être dominant, d'être présent, d'être bon pendant 80 minutes. Sinon, je pense que c'est vraiment, l'adversaire qui doit se poser les bonnes questions. Parce que, dans un sport comme, le rugby où, il y a une, débauche d'énergie, tellement incroyable, c'est impossible d'avoir 80 minutes pleines, même avec un banc aussi fourni que celui qu'on peut avoir en équipe de France. Et pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux entraînements en situation réelle et à apprendre à gérer la pression, bah, c'est vrai qu'on voit que, malgré tout, le meilleur entraînement pour les situations de pression, bah, c'est d'être dans ces situations de pression-là en match. Puisque, bah, même à tu fais ça à que tu fasses ça à l'entraînement, bah, ça reste l'entraînement et c'est difficile de se mettre réellement dans la position. Moi, par exemple, moi j'arrive à mettre des lancers à 3 points, sur le terrain de basket quand j'ai personne, qui me défend. En match, j'en mets pas un, quoi. Enfin, c'est bien joli de s'entraîner, pour ces moments-là, mais il y a rien de mieux que le terrain et justement, on voit que dans ces moments-là et je vais encore taper sur Jalibert, mais purée, ce renvoi au 22 contre l'Argentine, tu dois lever les yeux quand même. Enfin, c'est pas nouveau. Autant, les règles sur les renvois ont changé, autant c'est pas nouveau que, les mecs, ils peuvent être super près sur un renvoi au 22 et que tu as toujours la pression. C'est inacceptable de faire ça. Bon après c'est qu'une erreur et au final, bon et on gagnait quand même le match. Mais voilà, tu te dis un mec qui est au haut niveau, qui prétend à prendre la place de titulaire au sein du 15 de France, une équipe qui va accueillir la coupe du monde et qui a pour prétention de la gagner, bah, quand même, c'est pas ce genre de choses c'est pas ce genre d'erreur que tu dois faire, quoi. Enfin, tu peux pas te permettre de faire ça, quoi. On soulignera d'ailleurs qu'il n'a pas été sorti suite à ça et je pense que pour limiter les dégâts de cette erreur, c'était la meilleure chose, à faire et il a quand même été plus que correct en dehors de cette bêtise et que j'ai envie de dire attention parce que c'est vrai que tous les 2 on a toujours été plus favorable à Tamac plutôt que Jalibert. Jalibert fait aussi une très bonne tournée et c'est un grand plaisir d'avoir, un tel joueur aussi, qui obligera d'ailleurs son peut-être titulaire désormais, à rester au haut niveau parce qu'on peut pas il pourra pas se permettre d'avoir des mois où il passe à travers. L'autre aspect que je voulais voir avec toi Pierre, c'est concernant, les choix, et les tests. C'était bien de tester, mais des fois j'ai l'impression que ça manquait de cohérence, c'est-à-dire qu'on a essayé Cameron Waukeez associé à Sekou Makalu parce que on voulait des solutions en touche, on voulait pas faire de concessions sur la touche. Mais d'un autre côté, on se disait: «Ah mais pour combler, on va mettre Antonio» et on a vu qu'Antonio s'en est pas très bien sorti et qu'on a un peu subi des fois physiquement. Est-ce que parfois, parce qu'on sait que alors j'ai la chance de connaître, un ancien, on va dire, membre du staff de Fabien Galtier à Montpellier qui a été mon premier entraîneur, qui s'appelle Boulette et que je salue. Galtier et il décortique tout et il adore les données. Mais là, peut-être que les données, on a failli aller un peu trop loin. Heureusement, il y a eu rétropédalage pour le troisième match. Comment tu vois ça toi, les choix faits, est-ce que tu as trouvé ça cohérent? Est-ce que tu penses que la solution Woki deuxième ligne, elle peut être pérenne ou est-ce que c'est justement un ajustement tactique selon l'adversaire? Comment tu envisages le futur de la deuxième ligne française? Ouais, pour moi, c'est vrai que, j'ai souvent remarqué que, la différence entre le rôle de seconde et de troisième ligne, au final, dans le jeu, avait parfois tendance à s'effacer.
notamment quand on a des profils de troisième ligne qui sont très, très grands. Je pense qu'à partir du moment où tu peux sauter, et où tu es assez grand, forcément la place de seconde ligne est faite pour toi. Mais c'est vrai que, à parfois trop tester ces réajustements et à déplacer des joueurs de leur poste, ça peut créer du doute, dans leur façon de jouer et évidemment c'est pas toujours ça fonctionne pas toujours déjà d'une part, mais c'est important aussi de créer de la continuité dans la carrière d'un joueur et le changer de place, comme ça peut générer du doute et justement je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'être rassuré et c'est en ça que je trouve ça très bien qu'on ait fait le match le plus abouti de notre tournée d'automne contre les All Blacks. Parce que, bah, ça c'est ce match-là qui va conditionner toute la suite évidemment. C'est le 3e match qu'on a joué, dans cette année, sportive, depuis la reprise en septembre. C'était la première fois qu'on rejouait en France, depuis le covid, face à un public, bon pas, le stade était pas plein contre l'Argentine, mais il y a eu une belle affluence pour les All Blacks, évidemment et c'était important je pense de faire un bon match. Mais, est-ce qu'on pense au fait, que, ça aurait pu aussi être un cadeau empoisonné ce match contre les All Blacks? Puisque si on l'avait perdu au final on aurait complètement oublié et on n'aurait absolument pas capitalisé sur, les belles performances qu'on a pu faire en Australie avec une équipe remaniée et ces 2 matchs contre l'Argentine et la Géorgie qui même s'ils sont pas à 100 aboutis sont quand même des victoires. Heureusement qu'on a gagné contre les All Blacks. Et je pense que, nombreux observateurs comme nous, auraient pas parié sur la France avant ce match parce que, bah, on sait tous que les All Blacks sont une équipe, très fière et qui est reconnue comme étant une des probablement la meilleure équipe du monde, même s'ils ont pas gagné la coupe du monde. C'est toujours difficile d'affronter les All Blacks, surtout après une défaite. Et au final, bah, c'est le point le plus positif, c'est qu'on a réussi à gagner en dépit de tout ce qu'on a pu dire, précédemment dans les points négatifs. C'est qu'on s'est rassuré sur ce match-là et bah, on va pouvoir aborder plus sereinement les matchs, qui vont arriver ensuite puisque, j'ai pas le calendrier en tête, mais évidemment que le tournoi destination, ça va être, la prochaine étape, avec des matchs compliqués, des matchs à vraie pression, à vrai enjeu. Et donc, bah, c'est là qu'on verra, si cette tournée-là a été positive, mais je pense que, avec ce qu'on a montré et les bases et les belles choses qu'on a réussi contre les All Blacks, contre l'Argentine et contre la Géorgie, je pense qu'on va pouvoir aborder plus sereinement les matchs à venir. Parce que c'est vrai que la tournée avait laissé un peu un goût amer puisque bon, même si on s'impose enfin en Australie, oui en Australie, même si on s'impose, sur le match en Australie, on a quelques matchs où on perd de manière, un peu rageante parce qu'on méritait pas forcément, les résultats, mais voilà. C'est la confirmation de ce qu'on a pu montrer et je pense qu'on peut continuer à monter en puissance. Beh, je trouve que devant justement, le choix Woki, il était bon parce que, on affrontait les Néo-Zélandais qui ont révolutionné un peu le pack avant. Parce que c'est vrai que quand tu vois les avants néo-zélandais, ils sont quand même assez fit, ils courent beaucoup plus, ils jouent très, très bien à la main. C'est aussi pour ça peut-être que ça a marché, mais on voit justement que face à eux, ça d s enfin aligner, plus de troisième ligne a fait qu'on n'a pas subi physiquement, mais là où on leur a fait mal, c'est quand même en puissance. C'est Cyril Baille, c'est Peato Movaca, c'est Winnie Atonio et c'est surtout j'ai trouvé Paul Williamson qui franchissait à chaque fois le rideau. Donc à voir, je pense pas que par exemple face à une Irlande, qui en plus, joue vraiment le combat à fond et après il te tape des chandelles. Alors évidemment que le jeu irlandais évolue quelque peu depuis quelques années, mais ça reste quand même toujours les grandes lignes et face aux Anglais, vicelards comme ils sont, tu peux pas, c'est pas une certitude qu'avoir un déficit de puissance, mais une mobilité beaucoup plus importante sera la clé, d'une victoire. Au contraire, je pense peut-être qu'un Thibaut Flamand qui est un peu le compromis entre je joue bien à la main, mais j'ai quand même de quoi avancer avec mes quasiment 2 mètres. Je crois qu'il fait quasiment 2 mètres, si ce n'est 2 mètres et donc ses avancées, aux côtés de Willemse qui est un gage de puissance indéniable.
Là-dessus, je pense vraiment qu'il faudra, ne pas partir avec une certitude, sur la seconde ligne parce que, je pense que les adversaires, que l'on a eus nous permettaient de le faire et encore l'Argentine, on l'a pas fait et je pense qu'heureusement parce que sinon on aurait eu quelques problèmes supplémentaires. Donc là-dessus, je pense que tu as bien résumé un peu tout ce qu'on pouvait penser. Est-ce que tu avais envie, malheureusement pour eux, de mettre en avant des joueurs, qui ont déçu? On a déjà parlé de Sékou Makalou qui semble avoir un blocage. Est-ce que tu as vu d'autres joueurs, en dessous et qui ont peut-être perdu des points, durant cette tournée? Très honnêtement, c'est vrai que moi personnellement, j'ai tendance même si je suis un gros râleur, j'ai pas tendance à me focaliser sur les mecs qui font pas une excellente perf. Bah, je pense on peut voir Mathys Lebel qui a pas réussi à s'imposer sur le poste de d'ailier à la place de Gabin Villiers Mmh. où il a joué contre la Géorgie alors que clairement il y avait la place pour briller. C'est vrai qu'il a pas été, flamboyant, il s'est pas mis en avant. Après, bon, il aura cette excuse de la première sélection, je pense, mais c'est vrai que Mathys Lebel a pas apporté grand-chose, à ce rassemblement. Bon, c'est dommage parce que, bah, pour suivre Toulouse, il a quand même des choses à apporter à une équipe, et pas forcément qu'offensivement parce qu'il est connu pour être très bon offensivement, mais défensivement, c'est aussi un joueur qui lâche pas et qui fait pas semblant de défendre comme certains ailiers d'époque, des années 90 notamment. Là-dessus, je suis assez d'accord. C'est vrai que j'ai pas trop d'autres individualités, à blâmer. J'ai pas été forcément fan enfin, je crois qu'il a rentré qu'une fois d'ailleurs, mais Maxime Lucu, je l'ai pas senti particulièrement, à l'aise, en rentrant contre la Géorgie. C'était compliqué pour lui de rentrer, donc je sais pas si on peut vraiment le juger comme ça. Après dans l'idée d'avoir 2 charnières, le choix Lucu est intéressant, mais je suis un peu déçu de ne pas avoir vu Baptiste Couillou qui fait un super début de saison avec le Loup, qui apporte aussi, un peu de fougue, un peu comme Antoine Dupont, qui est vraiment un marqueur d'essai lui aussi, qui gère bien aussi le jeu. J'aurais bien voulu le voir. Ma grosse déception quand même, c'est de ne pas avoir vu et ça j'en veux beaucoup au staff, de ne pas avoir vu Thomas Ramos qui est excellent, chaque mois, il progresse, dans son domaine et qui apporte une polyvalence certaine. Il peut jouer 10, il peut jouer peut-être même 12. C'est un excellent arrière. Alors, Jaminet, est titulaire indiscutable là-dessus, il y a plus photo. Mais j'ai eu du mal à comprendre que Thomas Ramos n'est pas venu. Voilà peut-être là le négatif que j'ai envie de dire et bon on chipote, hein, mais j'aurais bien voulu voir, ces 2 joueurs-là, dans cette équipe. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de faire un débrief et de se dire: «Ouais, en négatif, il y a pas grand-chose». Je sais pas ce que tu en penses? Bah, oui, oui, clairement pour moi, je suis d'accord avec toi, hein, le négatif, c'est surtout, bah, ce qui relève des choix du sélectionneur. Aujourd'hui, enfin dans la philosophie, je comprends pas vraiment le choix de prendre Maxime Lucu plutôt que Baptiste Couillou ou même, je sais pas moi, quelqu'un d'autre, hein. Hem, Si aujourd'hui l'idée c'est de développer les jeunes et de permettre à des mecs qui sont, bah, dans leurs premières années de carrière, de se développer au plus haut niveau et justement c'est à ça que servent les test matchs pour moi. Eh ben j'aurais bien aimé voir un Baptiste Couillu même, démarrer, le match contre la Géorgie, quoi. Enfin, c'est l'équipe la plus faible qu'on a affrontée depuis quand même quelque temps maintenant. On a la chance d'avoir un match contre la Géorgie qui est bon, même si c'est pas des peintres, ça reste une équipe qui joue le tournoi destination B. Bah, c'est pareil que ça récompense pas ce genre de joueur que Baptiste Couillou, c'est un mec qui fait un super début de saison avec Lyon, qui nous régale, sur les terrains en top 14 et qui, bah, aurait pu grappiller justement du temps, ne serait-ce que faire des fins de match contre la Géorgie, au moins à l'instar d'un Lucu qui lui, bon, hein, moi je l'ai pas j'ai pas trop regardé ce qu'il faisait, hein, mais je l'avais vu à l'époque où il jouait à Biarritz, c'était pas non plus, la folie. Maxime Lucu, je crois qu'il a 27 ans aujourd'hui. Il est né à il a 28 ans, il est né en 1993. Il est resté quelques années,
à Biarritz à l'époque où c'était pas non plus, de la folie. Il est resté jusqu'en 2019. Il a pas joué la remontée avec Biarritz, mais bon, enfin, un type comme ça qui arrive pas à éclore et à aller jouer en top 14 avant ses 26 ans, ça me paraît résumer déjà le côté précoce. Après voilà, Maxime Lucu sera certainement un grand joueur à l'avenir, mais j'avais l'impression que jusque-là, les choix de Galtier, c'était de mettre, en avant les cas précoces et de leur permettre d'éclore, notamment avec le choix de faire jouer certains joueurs, qui viennent de la Pro D2. On pense à, Demba Bamba à l'époque, hein, Jaminet plus récemment. C'est le choix de la jeunesse et ouais, là, il y a des décisions qui sont particulières et puis, pour revenir sur Thomas Ramos, c'est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours, vraiment très, très bien de pouvoir avoir ce genre de mec sur le banc puisque, il peut jouer à quasiment enfin, moi je le mettrais à n'importe quel poste. En fin de match, pour moi, c'est le facteur X. Tu peux le foutre en 10, tu peux le mettre tu peux remplacer un centre, tu peux le mettre à l'arrière évidemment. Tu sais que c'est un mec qui s'est tapé. Bon, je comprends pas pourquoi, il est pas resté au moins, toute la tournée avec le groupe. J'espère qu'il nous l'a pas vexé en le renvoyant, à la dernière semaine. Après, il va falloir poser la question, est-ce que du côté de Toulouse, on va pas pouvoir, râler un peu? Parce qu'ils ils ont pris Thomas Ramos avec l'équipe de France, mais il a pas joué une seule minute, hein. Est-ce que c'est intéressant, pour le joueur? Est-ce que c'est intéressant pour le club? Ce sera le débat pour une autre fois, mais bon, il y a des décisions comme ça du côté de Galtier que je comprends pas et qui ont tendance à m'énerver un peu. Parce que ouais, un mec comme Thomas Ramos, mérite largement d'être sur une feuille de match quoi, au vu de ses performances. Ouais, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Après, par contre, pour revenir sur les demi-mêlées, peut-être que, il a fait confiance à Couillou parce que, bon, Lucu était même pas disponible en Australie, mais il a fait confiance à Couillou. Là, il met Lucu. C'est peut-être aussi un moyen d'envoyer un message à Baptiste Serin pour lui dire, «Si tu reviens, tu as aussi ta chance». Moi, je le vois peut-être aussi comme ça. Pour Ramos, je le plains surtout parce que son histoire, avec l'équipe de France est compliquée. On se rappellera de son éviction, un peu précoce suite à une petite blessure, à la coupe du monde 2019. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour, sur, l'évaluation, et j'ai très hâte surtout d'enchaîner avec la dernière partie, Pierre, parce que pour certains, on a pu le lire, cette tournée conclue, par la victoire face à la Nouvelle-Zélande, elle confirme que nous sommes parmi les favoris à la coupe du monde 2023. Quel est ton ressenti là-dessus? J'en parlerai ensuite parce que personnellement, je trouve que pas du tout. Moi, ça m'énerve un peu toujours, ce traitement par les médias et les médias français en général. À chaque fois que ça fonctionne un peu, on a tendance à monter les joueurs au sommet et à dire que tout le monde nous les envie. Je pense au traitement de la triplette Benzema, Mbappé et Griezmann pour le foot que le monde était censé nous envier et qui se sont un peu ramassés à l'euro. Bon, moi, je préfère regarder ce qui se passe sur le terrain. Même si je prétends pas être un illuminé du rugby. Mais c'est vrai que bon, ça commence à faire quelques mois et voire même quelques années qu'on performe et tout le monde nous regarde, ça c'est sûr. Des mecs comme Antoine Dupont, comme Romain Tamac, Gaël Fickou, Jaminet, forcément, c'est des types dont aujourd'hui tout le monde va parler et tout le monde va scruter. Ça fait des performances contre les All Blacks, mais ça joue bien aussi contre les Anglais lors du tournoi, contre les Gallois, enfin contre toutes les équipes. Aujourd'hui, on commence à avoir des matchs références comme ça qui font que dans la discussion pour savoir qui va soulever le trophée William Mobelis en 2023, on va commencer à parler de nous, évidemment. Après, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les équipes du Sud, qui, même si elles ont souvent été présentes dans les derniers carrés des Coupes du Monde, ont eu du mal à performer cette année pendant les test matchs d'automne. On remarquera surtout le dernier week-end où toutes les équipes du Sud ont On perdu. perdu, oui. Bon, ça a été serré ça a été serré sur certains matchs. On pense notamment au Pays de Galles qui gagne d'un point. Euh,
Mais voilà, c'est l'avènement, on semble voir un avènement des nations du Nord, avec des équipes comme l'Écosse qui jusque-là étaient pas extrêmement, performantes, même si elles faisaient quelques bons matchs, qui fait un très, très bon match à mon sens contre l'Afrique du Sud et qui mérite pas forcément de prendre un tel score, hein, et qui a réussi, remarquons-le, à battre l'Australie, ce qui est quand même un exploit pour une nation comme l'Écosse, hein. Il faut le noter. Je pense que, les équipes du sud ont du mal et certaines, ça fait très longtemps qu'elles sont sur la route et donc elles vont, profiter d'un bon temps de repos à la prévision de ce qui arrive ensuite. Je pense que pour la coupe du monde, il faut pas oublier, les classiques, hein. Je pense que les All Blacks seront là. Hem, Probablement l'Afrique du Sud arrivera avec le retour de ses joueurs blessés, à défendre son titre, même si à mon avis, ils réussiront pas à faire le doublé. La France, compte parmi ces équipes évidemment. Après, on est à 2 ans de la coupe du monde. Il reste encore beaucoup de temps, il y a beaucoup de possibilités. Notamment, je pense qu'aujourd'hui dans le rugby, ça va beaucoup plus vite qu'avant. On regarde, par exemple, la stat qui m'avait fait sourire ce week-end, c'est, un mec comme Elvin Jaminet qui a un an, à 1 an d'intervalle, jouait, un soir de Pro D2 un jeudi soir à Vannes, au stade de la Rabine, et qui se retrouve 1 an plus tard à jouer contre les All Blacks devant le Stade de France plein et qui fait son match, quoi. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire de quoi l'avenir sera fait dans le rugby, tant les choses semblent aller beaucoup plus vite que précédemment. Après, je t'avoue que je suis d'avis que les tournées d'automne, elles servent surtout à jauger, les nations du sud, et leur progression. Là, on voit que les nations du sud, elles ont peut-être un peu un coup de mou, qu'elles ont peut-être un peu régressé. Et ça offre l'opportunité à des nations du Nord de percer et on a vu qu'il y a que ça va être très homogène, quoi, le prochain tournoi, il y a peut-être 4 équipes, qui peuvent jouer la victoire cette année, c'est quand même super cool. Enfin l'année prochaine du coup. Mais ouais, pour moi les tournées d'automne, c'est surtout pour jauger les nations du Sud et justement si tu veux jauger les nations du Nord, faut attendre les tournées d'été. Parce que, on sait qu'au niveau physique, tu as toujours l'ascendant en automne et les nations du sud l'ont, quand elles reçoivent, en été. Donc je t'avoue que, beh, pour avoir une confirmation de ça, je pense qu'il faut attendre l'été. Et surtout, pour, compléter ce que tu dis parce que, beh, je suis pas d'accord avec tout, mais grosso modo, il y a quand même, tu as quand même résumé une bonne partie de mon opinion. C'est surtout que pour moi, là, on a gagné la Nouvelle-Zélande. On est de retour à un certain standard français qu'on a quasiment tout le temps eu, c'est qu'on peut battre tout le monde, selon moi. On peut aujourd'hui battre tout le monde. Par contre, on sait que le problème de l'équipe de France, pour gagner une coupe du monde, ça n'a jamais été de battre, une équipe. On a toujours été capable de battre les meilleurs. On a battu la Nouvelle-Zélande en 99, en 2007, des exploits, on en compte, en coupe du monde. Maintenant, ce qui manque à la France et cette équipe, elle ne l'a pas prouvé sur les 3 matchs, elle a pas été, consistante comme, sur, le dernier match, sur le premier et le deuxième. On manque de consistance, il faut être capable de gagner plusieurs fois de suite des grosses équipes. Je me souviens, 99, beh, je m'en souviens, j'analyse 99, tu bats la Nouvelle-Zélande, mais tu perds en finale. 2003, bah, tu t'es freiné contre l'Angleterre. 2007, tu fais un exploit contre les All Blacks et bah, tu retombes contre l'Angleterre en demi. Heu, on ça ressemble trop souvent à ça l'équipe de France et pour moi, bah, cette tournée, elle te permettait pas de confirmer cela. Donc aujourd'hui, on a retrouvé selon moi un standard et maintenant il faut aller chercher et vu que le tournoi destination, arrive et que on voit que l'Irlande, l'Angleterre, le Pays de Galles sont capables d'aller chercher des nations du sud, qui va être un excellent test. Il faut gagner le tournoi, il faut peut-être faire un grand chelem. Si tu parviens à faire ça, tu pourras te déclarer favori. Là, il faut pas s'enflammer de trop, parce qu'on a battu la Nouvelle-Zélande, c'est génial, ça arrive pas souvent, mais tu n'es pas favori à la coupe du monde. Tu ne l'as jamais gagné, tu n'as pas l'expérience de la victoire. Il Voilà, ce qu'on a besoin maintenant, c'est d'enchaîner. Il faut enchaîner selon moi. Je sais pas ce que tu en penses, mais le mot-clé pour moi, c'est d'enchaîner. Bah, pour moi, c'est là qu'on a été inquiétant face à la Géorgie, c'est-à-dire j'ai eu l'impression qu'on a perdu pas mal d'automatisme sur ce match-là. Des choses qui faisaient notre force précédemment, j'avais l'impression qu'on les avait un peu oubliées. J'ai trouvé qu'on avait été,
qu'on avait été très brouillon dans nos alignements. Suffisant. Ouais, et c'est peut-être ça qui peut nous jouer des tours. Moi, je pense pas pour la coupe du monde, du moins pas en phase de poule, puisque bon, les équipes, qu'on a tirées dans le groupe, a priori, on devrait s'en défaire sans trop de problèmes. Le vrai défi, ça sera le match contre la Nouvelle-Zélande en ouverture. Mais après, je pense que, malgré tout, l'Italie, l'Uruguay et l'équipe qui gagnera du coup la coupe d'Afrique, qui sera dans notre groupe, je pense que c'est des matchs qu'on devrait gagner sans trop de problèmes. Le plus important, ça va surtout être d'éviter qu'on ait des blessés sur ces matchs-là, de pas trop se consommer physiquement tout en respectant l'adversaire, évidemment, hein, puisque c'est un match de Coupe du Monde et tout peut arriver. Mais oui, ce qui fait peur, c'est de voir que ben, malgré tout, même si on est capable de montrer de très belles choses sur des matchs, ça tient à pas grand-chose. Et puis bon, c'est souvent les matchs difficiles, les matchs où les deux équipes ont un niveau qui est proche, ça se joue souvent sur des détails. On remarque, pour parler de la victoire contre les All Blacks encore une fois, on se rend compte que bon, s'il n'y avait pas eu la percée de Ntamak qui nous remet dedans parce qu'elle réveille tout le monde, est-ce qu'on le gagne? Franchement, moi, j'y croyais pas beaucoup à ce moment-là. Avant ce Bah, c'est moment-là, la moi, j'étais en question, hein. train de me C'est j'étais en la train de me question. bouffer les couilles dans le bar, quoi, hein. On était tous en train de se chier dessus, quoi, hein. Ah bah, on l'a tous fait, je pense. Moi, j'ai pété un plomb, hein. Clairement, je nous ai vu perdre le match et heureusement, on a réussi à revenir dedans et tant mieux. Mais on se rend compte qu'au final, bah, ça tient pas à grand-chose et ça tient pas à grand-chose et c'est là que, le rugby, c'est un sport qui est très difficile. C'est que tu peux faire un très bon match, il suffit que sur des détails bêtes, tu peux perdre la rencontre, quoi. Ça va très, très vite. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai cet avis, hein. C'est que le match effectivement, il tourne sur la sortie d'un but d'Ntamak, quoi. Le match peut complètement changer et puis, voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut pas s'enflammer. Donc, bah, pour cela, rendez-vous aux 6 nations. Alors, si ça intéresse certains, on a la chance de débuter contre l'Italie. Petite mise en bouche en France, contre nos voisins italiens. Et on enchaînera ensuite sur l'Irlande, donc peut-être le plus gros test, dès la deuxième journée face à l'Irlande. On se déplacera ensuite en Écosse, on se déplacera aussi au Pays de Galles juste après et on finira par l'Angleterre. Le calendrier, je trouve, est intéressant. De il peut nous permettre de monter en puissance et de s'offrir un magnifique grand chelem contre nos meilleurs ennemis anglais. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Pierre? Bah, par rapport au tournoi à destination, c'est vrai que cette année, on va avoir la chance de recevoir à 3 reprises. C'est notable et c'est souvent ce qu'on peut dire, sur le tirage, du tournoi à destination, c'est que c'est très difficile de gagner, les années où, bah, tu te déplaces 3 fois et tu reçois que 2 matchs à la maison. C'est toujours, la loterie un peu à ce niveau-là. Après bon, on a la chance de recevoir 3 fois, mais on reçoit l'Italie, quoi. Ah, c'est le Clairement, problème, ouais. c'est pas une chance énorme. Si on veut faire le Grand Chelem, il faudra aller gagner au Millennium à Cardiff et aussi faire, un bon match en Écosse, ce qui nous a souvent fait défaut, hein. C'est pas facile d'aller gagner à Murrayfield malgré tout. On recevra l'Angleterre peut-être pour une finale hypothétique au Stade de France, le week-end du 19 mars. Mais voilà, tout va être conditionné sur, et je pense que ce sera un des meilleurs tests au final puisque c'est toujours intéressant d'aller se mesurer aux Écossais qui sont, bon, une équipe prenable certes, hein, mais une équipe, qui se laisse pas faire, à l'image de son emblème, hein, le chardon qui s'y frotte s'y pique, hein, comme l'AS Nancy-Lorraine. C'est une équipe, ouais, qui propose toujours du beau rugby et qui, en dépit de ses faiblesses, manifestes, arrive à proposer quelque chose d'intéressant et souvent à prendre le scalp d'une belle équipe. Donc, attention à ce tournoi qui, même si, avec les résultats récents, on peut le prendre, avec un peu plus de confiance, attention à pas pécher d'orgueil et à le prendre de manière sérieuse et à respecter nos adversaires, hein. Bon, on en reparlera à la fin de l'hiver, Exactement, mais ça va être un bel exercice. exactement. Et ben c'est clair qu'on a hâte de voir ça, notamment de nous voir évoluer, à l'extérieur dans 2 des 3 plus gros, publics, du tournoi. Parce que c'est aussi quelque chose d'important, hein. On parle de gérer la pression, faire des situations réelles. À Marcoussis, t'as pas,
Tu pas des dizaines de milliers de Britanniques qui veulent ta peau. Eh beh, écoute, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. On sera probablement très actifs, dans la gonfle, pendant le tournoi. Pierre, tu es déjà invité, tu le sais, à revenir, parler rugby, pendant le tournoi et peut-être même avant quand même. Voilà, cette émission, touche à sa fin. Je te remercie beaucoup d'être, venu Pierre. Avec plaisir toujours. Et voilà, on vous donne rendez-vous pour des prochains épisodes. Les prochains épisodes seront football, hein. Là, on a enchaîné 2 rugby, les prochains seront football. Il y aura notamment un débat sur, le football africain auquel Pierre participera également et une émission, qui sera consacrée au calcio, la Serie A sera mise à l'honneur sur la gonfle. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très vite, pour de nouvelles aventures et comme d'habitude, n'oubliez pas, regardez du sport, faites du sport, vivez le sport, mais surtout, surtout, soyez heureux. Ciao, ciao.